ma famille et mon syndicat. Mais doit-on continuer à survivre comme nous le faisons aujourd'hui? Et après ces études, combien de temps devons-nous travailler, cotiser pour une retraite décente? Pourrons-nous cotiser avec un chômage de masse? Je reprends donc une revendication de ma fédération de syndicats. Aujourd'hui, avec le salaire étudiant et d'une manière plus générale, le salaire à vie, qu'on ne perde pas notre vie à la gagner. Passons à 32 heures de travail par semaine pour ne plus avoir d'incertitude vis-à-vis du chômage, qui conduit des centaines de personnes comme moi chaque année à ma situation et qui meurent dans le silence le plus complet. Luttons contre la montée du fascisme, qui ne fait que nous diviser et créer, et du libéralisme qui crée des inégalités. J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de m'avoir tué, en créant des incertitudes sur l'avenir de tous et toutes. J'accuse aussi Le Pen et les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires. Mon dernier souhait, c'est aussi que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la Sécu, et désolé pour l'épreuve que c'est. Au revoir. Envie de commenter l'actu ou de lâcher un simple coup de gueule? C'est le moment de vous exprimer avec Droit Citoyen. Prenez la parole sans plus attendre et composez le 09 72 262 462. Allez, respirez et décompressez. C'est Quartier Général tous les soirs du lundi au dimanche de 20h à 22h. Composez le 09 72 262 462 et déposez votre message dès maintenant sur le répondeur qui redonne la parole aux citoyens. Numéro non surtaxé. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info. À une semaine de rassemblement. La locale de Droit Citoyen, c'est toute l'information de votre commune en partenariat avec un média de proximité pour aborder tous les thèmes de la vie citoyenne. Une émission proposée par Droit Citoyen, le média qui redonne enfin de la proximité à l'information citoyenne. Bienvenue sur Droit Citoyen, nous sommes en direct également si vous nous suivez sur la webcam Facebook Live sur la page droitcitoyen.info. Et pour l'émission, justement, la locale, on invite nos collègues et nos camarades du média de Saint-Étienne, Saint-Étienne-du-Bout avec nous, comme vous pouvez le voir. Je vais le mettre, bien entendu, la caméra. Voilà, donc il y a Philippe Bariol. Bonjour Philippe Bariol. Vincent, ça va? Ça va très bien, merci. Et il y a également donc Loïc Vitran. Bonsoir Loïc. Bonsoir Vincent. Et nous avons celui qu'on ne voit pas mais qu'on va certainement entendre, c'est de Fabrice Deveza. Salut ma poule, ça va? Ça va très bien. Alors, ça va très bien. Donc cette nouvelle émission, elle permet justement au niveau local de pouvoir donner un peu plus de visibilité sur ce qui se passe au niveau des communes, parce qu'on va parler de sujets qui sont pas forcément réservés à Saint-Étienne, puisqu'on est à Saint-Étienne, vous êtes de Saint-Étienne, mais on va parler de sujets notamment de Pôle emploi, on va parler du Covid-19 bien entendu, on va parler aussi de la reprise, de la réouverture des écoles, mais pas que, parce qu'il y a aussi des écoles qui vont fermer des classes. Et ça, c'est important aussi de ne pas l'oublier. Mais en introduction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tola donc à quelqu'un que Philippe connaît très bien, notamment qui a été une image, un emblème, qui a été une icône justement des Verts. Philippe. Oui, c'est carrément toute mon enfance. Ouais. C'est clair. Alors justement, moi je le connais pas ce monsieur, hein. En tout cas je connais bien les Verts et cette chanson je la connais très bien d'ailleurs. Apparemment ce monsieur est très connu du milieu du football. Complètement. C'est lui le père du football moderne, on va dire. C'est le premier entraîneur qui a vraiment forgé une équipe. C'est les Verts. C'est les Verts, quoi. C'est les Verts. Et il était autant connu que les joueurs, et qu'il a réussi à maîtriser, parce qu'à l'époque ils sont devenus tous des vedettes archi connus dans toute la France. Et lui restait quand même l'entraîneur de tout ça, et il maîtrisait bien la situation, ce qui n'était pas évident vu la célébrité, quoi. Alors justement, grosse émotion à Saint-Étienne avec la disparition de Robert Herbin, dit le Sphinx, disparu à 81 ans.
emblème de la grande époque du football stéphanois et un grand hommage justement, des hommages qui se multiplient depuis sa disparition. Alors on va mettre un petit peu les verres quand même et puis on va passer d'ici quelques instants à l'émission La Locale. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger cette émission également, la partager sur vos groupes et vos pages pour qu'on puisse avoir un peu plus de réactions ce soir. Nous sommes en direct sur la page Facebook Droits Citoyens. Plus fort évidemment, c'est les Verts. On a bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez. Qui c'est le plus fort évidemment, c'est les Verts. Nous on joue au football et on n'a pas de frontières. Main dans la main. Vous écoutez La Locale de Droits Citoyens. Toute l'information citoyenne de proximité. Alors justement, aujourd'hui, pour cette première de Local, on va aborder différents sujets. Pôle emploi, on va parler d'une classe qui a été fermée à Saint-Étienne, les entreprises locales qui profitent de la crise. Et si on a le temps, on va terminer par les confinés mais créatifs, les peintres, parce qu'on oublie beaucoup justement les intermittents du spectacle, qui sont aussi des victimes financièrement, puisque c'est très dur pour eux de pouvoir survivre au Covid-19. Alors Pôle emploi, justement, Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire de Pôle emploi? Est-ce qu'ils sont aux abonnés absents? Déjà, c'est difficile en temps général de se connecter à Pôle emploi. Il y a de moins en moins d'effectifs à Pôle emploi pour recevoir les gens. Donc, une personne va peut-être gérer 300, 400 dossiers parfois. C'est énorme. C'est impossible de faire un bon travail. Déjà en conditions normales. Alors, imagine un peu avec la situation actuelle. Donc, on a un Pôle emploi totalement dématérialisé. Alors, tu me diras, remarque, c'était leur objectif, hein, dématérialiser de plus en plus les services. Et donc, quand les gens se retrouvent ont des soucis, ils ont le plus grand mal à trouver un interlocuteur. Ce que les gens essayent, hein, aujourd'hui, si tu te connectes aujourd'hui sur le site de Pôle emploi, c'est totalement impossible d'avoir Non, personnellement, je n'ai pas testé et puis je ne les ai pas appelés, donc je peux pas te dire. Voilà. Parce qu'on est en période d'actualisation, là. Donc les gens doivent actualiser. Donc c'est à partir du 28 de chaque mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Chaque mois, les gens doivent actualiser et confinés ou pas confinés. Alors à Saint-Étienne, est-ce que les agences de Pôle emploi sont fermées au public? Tout est fermé. Tout est fermé. Même les réunions avec Pôle emploi sont dématérialisées. Et même tout ce qui permet d'habitude de faire un petit peu l'arbitrage, tu vois, de plaider la cause des chômeurs face à Pôle emploi. Donc les commissions paritaires. Ouais, c'est ça. Les commissions paritaires. Donc paritaire, ça veut dire qu'il y a des représentants syndicaux, de salariés, des représentants de syndicats patronaux et Pôle emploi. D'accord? Alors comment font les gens justement s'ils ont des problèmes, notamment sur le versement de leur allocation? Là actuellement, alors d'habitude quand les gens ont des problèmes, ils essayent de connecter, première démarche, de connecter leur conseiller, parce que normalement ils ont un conseiller. Là c'est pas du tout évident, hein. Si le conseiller répond pas, si le conseiller n'est pas là, la personne se retrouve dans le vide, à essayer d'appeler le 3949 qui est complètement saturé. Voilà. Donc après, donc la personne, la démarche qu'elle peut faire, c'est s'adresser à un collectif de chômeurs. Donc, alors moi je connais au niveau national le MNCP, le Mouvement national des chômeurs précaires. Est-ce qu'au niveau local, dans certaines villes, il y a des relais? Alors notamment le MNCP a des relais, mais est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple sur Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a des maisons des chômeurs qui peuvent accompagner justement les demandeurs d'emploi? Ici à Saint-Étienne, tu as surtout un syndicat de chômeurs qui est vraiment actif. Et qui va pouvoir prendre en charge ça. C'est pas pour faire de la pub à la CGT, mais c'est organisé autour de la CGT. Oui, parce qu'il y a là, il y a vraiment des chômeurs et des gens qui peuvent conseiller, quoi. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui sont tournés également vers les chômeurs précaires et pas que, hein, puisqu'il y a les indépendants précaires, il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de précarité et pas simplement ceux qui sont privés d'emploi, mais ceux aussi aujourd'hui, notamment les intermittents du spectacle, qui peuvent se retrouver dans des situations. Moi, j'en fais partie, en fait. Hein. Oui, alors Fabrice Deveza. Donc, Fabrice Deveza, pour le présenter, parce qu'on n'a pas présenté quand même tout le monde, en tout cas Bariol. Philippe, lui, il n'est pas directeur de la publication de Saint-Étienne, je voulais le souligner. Et Fabrice Deveza, qui lui est rédacteur, pas chef de Saint-Étienne.
Voilà, Fabrice. Ouais. Je suis pas, Ouais, je mais suis pas non seulement. directeur. Donc, Bon, on a tous une casquette. On a tous une casquette et notamment, on va faire un petit coucou à Gilles Charles. La casquette stéphanoise. voilà. Ben, Salut, on t'embrasse, Gilles. Alors justement, quand Ouais, on est donc, intermittent en du plus, spectacle, comment on vit ça? En plus d'être à Saint-Édebout, en fait, mon métier, c'est compteur. Donc, moi, ça me concerne, hein, tout ce que dit Philippe. C'est-à-dire qu'en ce moment, ben oui, va falloir que je me réactualise. Que oui, je dépends je fais partie les intermittents du spectacle, en fait, dépendent sont des précaires qui dépendent des financements aussi de Pôle emploi. Et donc bon, mais là, je trouve le gouvernement a été plutôt pas mal, puisqu'en fait, ils ont reporté, étant donné qu'on ne pouvait pas faire autant de spectacles. Moi, j'avais par exemple plein de spectacles à faire au mois d'avril, j'ai pas pu les faire. Je peux pas non plus faire du démarchage parce que on sait pas ce que ça va donner, on sait pas ce qui va se passer dans quelques semaines, dans quelques mois, si les gens vont pouvoir de nouveau se réunir ou pas. Donc le démarchage est très difficile. Alors, parce que en fait, Et, vous, quand vous vendez des spectacles, heureusement, ils ont reporté. Moi par exemple, mon statut se terminait en février. ouais. Donc j'ai renouvelé mon statut en février et normalement je dois faire 507 heures en un an, 43 cachets. Et en fait, ils me demandent pour l'instant de le faire ils ont reporté la date jusqu'au mois de mai. Mais 43 cachets à l'année, c'est ça? Oui, mais il y a déjà des intermittents du spectacle qui demandent plus. C'est-à-dire que la période soit davantage prolongée, parce que par exemple, vous avez tous les grands festivals qui vont avoir lieu pendant l'été. Oui, sachant qu'il y en a pas mal qui ont été annulés. Ouais, voilà, comme par exemple Avignon. Bon, Avignon, il y avait pas mal de compagnies qui se produisaient à Avignon et qui présentaient les spectacles, qui ensuite étaient repérés par des producteurs et qui les faisaient tourner dans toute la France, et même au-delà parfois. Là, c'est pas possible. Donc, ils ont demandé à ce que la période, en fait, où ils doivent faire le nombre d'heures, le nombre de cachets, soit très allongé. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà. Alors, pour préciser, parce que vous êtes de Saint-Étienne, donc au niveau du média, vous avez aussi un local aussi, il faut le préciser, où vous permettez justement à des gens de venir vous voir. Avant. Ça, c'était avant. C'était avant. Ouais, ça, c'était avant parce que le local, du coup, il est fermé. Il est fermé? Ah oui, bah oui, à cause du Covid-19. Ouais, Voilà, avec à le cause du coronavirus. confinement, ouais. C'est un local pour d'activité qui est à toujours, mais vide. Voilà, du côté de Carnot. Ouais. Alors Loïc, on l'entend pas beaucoup. Non, mais ça sert à rien de donner l'adresse. Loïc, il a le micro désactivé. Hein. Tu veux bien? Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est pour ce qui est des chômeurs et des précaires, l'organisme dont je te parle, là, qui est efficace à Saint-Étienne, s'appelle le CTPEP et il a publié au niveau local un manuel, un guide de survie. Il appelle ça guide de survie du précaire. Oui, Autant je l'ai consulté et il est très bien fait. Voilà, guide de survie du précaire au temps déconfit du confinement. Voilà, ça s'appelle. Et sinon, c'est pratique en fait. C'est des solutions pratiques pour les gens en précarité, au niveau du logement, au niveau de la nourriture, au niveau de l'énergie, au niveau de l'emploi. Quels sont les numéros qui on peut joindre en cette période pour se dépanner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans la galère. On les mettra tout à l'heure. Hein. En tout cas, on va passer à un autre sujet parce que on a 1 heure et là il reste 3 quarts d'heure grosso modo. On mettra tous les liens de toute manière, toutes les informations sur la vidéo, sur la page Facebook et notamment sur le site droitcitoyen.info, et on mettra les liens également de votre page Facebook et de votre site.
on avait évoqué hors antenne à plusieurs reprises. Vous m'avez alerté justement parce qu'on parle beaucoup de la réouverture des écoles, mais on parle pas des classes qui ferment, parce qu'il y a pas mal de classes qui ferment, et surtout en fin d'année scolaire, c'est là où il y en a beaucoup qui vont fermer. Et c'est le cas aussi à Saint-Étienne où il y a une classe qui va fermer prochainement. Donc c'est la classe Oui, du Grand Clos. il y a le Grand Clos, oui, qui va fermer, qui normalement va fermer une classe. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour que cette classe reste ouverte. Alors sachant que cette classe, après, c'est une classe mitoyenne, hein, c'est ça. C'est une Oui. comment on appelle multiniveau, je sais pas comment on appelle. Oui, c'est une classe à plusieurs niveaux, oui. D'accord. Mm. Donc déjà c'est déjà une classe qui a déjà fusionné avec plusieurs classes, et malgré cela, elle va quand même fermer. Oui. Mais, ça dépend. Il y a une pétition qui a été lancée et on va voir comment. Voilà, normalement, elle devrait fermer, mais les parents ont lancé une pétition pour qu'elle reste ouverte. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà rapproché de collectifs existants, de parents d'élèves, autres, un peu partout en France, qui ont déjà connu ce genre de mésaventures et qui maîtrisent déjà un peu le sujet, savoir comment justement vous pouvez agir auprès de l'inspection académique? Déjà, en fait, on s'est rapproché du collectif de parents en colère, quoi, et puis voir quelles sont les possibilités qui peuvent être mises en place pour perturber le moins de personnes possible. Et en fait, c'est souvent une question de nombre, hein, une question est-ce que les enfants sont pas en surcharge en étant que en ayant une classe en moins, quoi. Alors moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'avec les municipales, puisqu'on vous a accueilli en tant que liste Synthé la citoyenne, on a évoqué justement qu'à Saint-Étienne, il y avait beaucoup d'enfants qui sont venus avec leur famille s'installer à Saint-Étienne, qu'il y a des classes qui ont été créées parce qu'il fallait répondre à une certaine demande, alors que là, dans un quartier de Saint-Étienne, on est obligé de fermer une classe. Qu'est-ce qu'on vous répond à ça? Oui. Eh ben écoute, Bah, franchement, il Ça vaudrait dépend mieux du quartier, en fait. Alors, C'est une question de quartier. Fabrice, il y a Philippe Bariol qui va répondre. Non, je dis d'accord. je veux pas couper Fabrice, hein, mais c'est Madame Dany dans l'article qu'on a écrit sur l'école du Grand Clos. Elle explique ça aussi. Il y aurait plus que 3 classes donc au lieu de 4. Donc ça pour elle, ça va avoir des conséquences directes sur l'accueil des enfants dès 2 ans à l'école et les grandes sections et sur les effectifs par classe. Alors les effectifs, ils sont de combien actuellement? Parce que les classes, elles sont souvent surchargées. Oui, et puis en plus, tu sais qu'avec la rentrée là qu'on va avoir toute bizarre le 11 mai, on risque pas il va falloir alléger au maximum là. Là, c'est vraiment, si tu as vu aujourd'hui les annonces du premier sinistre, c'est vraiment pas clair, quoi. Alors le C'est pas premier le moment sinistre, c'est du sinistre. Ce qui va être difficile, ce qui va être très difficile, c'est que en fait, alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'échappe un petit peu, c'est que ce sont les enfants les plus jeunes qui vont commencer par rentrer, c'est-à-dire ce sont les enfants des crèches, les enfants qui sont dans les crèches, les enfants qui sont à l'école maternelle. Et curieusement, en fait, c'est ceux qui sont le moins, on va dire, à l'écoute des mesures qui devront être prises. C'est-à-dire que un gosse qui a 12-13 ans, un autre qui en a 17, au collège, au lycée, ils sont en mesure de comprendre que il faut qu'ils soient à 1 mètre de leurs collègues, de leurs copains, voilà. Un enfant de 2 ans, de 3 ans, pour lui expliquer qu'il doit être à 1 mètre de ses copains, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Donc c'est vrai que ça m'échappe un petit peu. Ensuite, il y a le fait du port des masques. Un enfant qui est en maternelle ou en crèche,
ben, pour lui faire tenir un masque, s'il n'a pas envie, enfin, je veux dire, si par exemple il a envie de se gratter le nez, ben, il se gratte le nez, quoi, et le masque, voilà. Alors on Donc, sait que c'est très difficile justement. C'est pas une question d'éducation, mais les gamins ils sont perturbants, perturbés, ils vont être encore plus aussi bien avec le confinement qu'avec le déconfinement. Comment ils vont faire les instituts pour essayer d'expliquer aux gamins sans arrêt? Je pense pas qu'ils vont pouvoir faire cours avec dextérité, avec bienveillance. Là ils vont faire de l'assistanat en permanence en fait avec ces gamins. Ils vont Clairement, ils vont faire de l'assistanat, de la garderie. Après, il faut voir parce que aussi bien dans certaines régions, ça sera ce confinement. Enfin, ça serait. Moi, je trouve absurde de remettre les enfants à l'école. oui, sachant que le conseil scientifique déconseille. Par exemple, dans la Loire, on sait que le nombre de personnes touchées par le coronavirus est très élevé. Donc, il faudrait quand même éviter certains risques. Sachant qu'il y aura toujours une mesure de confinement, les gamins, ils n'auront pas la possibilité d'aller voir leurs grands-parents, leurs tontons, leurs tatas. Ils seront obligés de retourner chez eux, en fait. Les enfants ne pourront pas aller voir leurs grands-parents, mais ils iront à l'école. Donc, c'est un peu bizarre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres régions, par exemple dans le Cantal, en Lozère, voilà, où ça se comprend tout à fait le déconfinement. C'est-à-dire qu'il y a très peu de cas de personnes qui sont atteintes du coronavirus. Et je pense que là-dessus, le gouvernement en est conscient. C'est-à-dire que il y a des régions où le déconfinement peut se faire très facilement. Oui. Et puis il y en a d'autres où ça sera beaucoup plus difficile. En Seine-Saint-Denis, par exemple, le déconfinement, je leur souhaite bon courage, quoi, parce que. Alors, sachant que justement les classes, elles vont être limitées à 15 enfants par classe. Oui, mais Alors après, ça dépend parce que bon, moi travaillant dans les écoles, enfin bon, là je travaille pour l'instant pas dans les Oui, écoles, sachant que Fabrice, toi tu vas pas pouvoir retravailler avant la rentrée de septembre en fait. Juste moi, je peux pas travailler avant la rentrée de septembre. Ah ouais. Ça me coince. J'ai tous mes projets qui devaient tomber par exemple en avril-mai qui sont annulés. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles, qu'elles soient maternelles ou primaires, qui font appel à des intermittents du spectacle pour animer des ateliers, des spectacles, du théâtre. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de ça, ouais. Ah, moi, j'interviens en tant que prof de théâtre. Ben voilà, quoi. Clairement, j'ai eu enfin, je devais intervenir, voilà, comme j'expliquais, en avril et en mai. Je pourrais pas. Mais là, on était en train de parler des enfants, de la protection des enfants. Les enfants, en fait, sont plus des porteurs du virus. Donc, en fait, ils vont... ça, on le sait déjà. Ils vont prendre le virus et puis ils vont le rapporter chez eux, quoi. Hein, donc, effectivement, je pense que pour faire respecter certaines consignes aux enfants, ça sera dur en fonction de l'âge des enfants. Et ce que je comprends pas, c'est que on va faire rentrer les enfants les plus jeunes en premier. Alors Loïc, qui a pas beaucoup parlé, Loïc a des enfants aussi. Ceux qui sont moins en capacité de pas d'enfants, Loïc. Ok. Alors par contre, Loïc, il croise pas mal d'enfants, par contre. Non, même pas. Ok, bon, Loïc, il interviendra tout à l'heure. Il est assez muet. Alors nous, par contre, il y a une initiative qu'on a eue, enfin que j'ai eue et puis qui a été bien acceptée au sein de Santé Debout, c'est que il y a des enfants qui sont en grande difficulté scolaire, et le problème du confinement, c'est que ça a renforcé encore les inégalités, on va dire. Alors, le fait est justement que vous avez fermé votre local Sainte-Debout. Vous êtes plus en contact déjà avec une certaine partie de ces enfants que vous accueillez avec leurs parents qui avaient déjà l'habitude de venir vous voir, d'être accompagnés. Oui, parce que les mercredis, en fait, j'avais créé en fait tous les mercredis un goûter suivi de différentes activités qui étaient animées. D'abord, j'ai animé
quelques activités. Puis ensuite, il y avait des parents qui animaient les activités. Donc oui, il y avait des enfants qu'on voyait. Mais ce qui se passe, c'est que là, la nouvelle initiative, puisqu'on n'a plus le local, c'est que grâce à Facebook, j'ai créé un groupe qui permet à des personnes qui en ont besoin, à des parents qui se sentent un peu dépassés par le travail de leurs enfants, par exemple en troisième ou en seconde ou même en sixième, cinquième, de rencontrer des personnes. Alors on se substitue pas aux enseignants, puisque c'est l'enseignant qui va donner le travail et tout ça. Mais on est un certain nombre à pouvoir les aider. Moi, j'ai fait des études de lettres. Je peux par exemple les aider en français. Il y en a d'autres qui Mais peuvent les aider en ça va se mathématiques. faire donc en mode télétravail à distance. Alors, il se trouve que je suis aussi papa. J'ai deux enfants, j'ai deux filles. À la fois au collège Edmond Richard et sur Saint-Chamond et à l'école Chavannes, les enseignants sont vraiment admirables là-dessus, parce que le travail qu'ils ont donné, moi je suis une fille, je dirais que Mathilde, elle a pratiquement plus, donc qui est en sixième, elle a pratiquement plus de travail aujourd'hui qu'elle en avait quand elle était en période normale. Parce qu'elle doit apprendre les leçons, elle doit faire son truc à elle-même et tout ça. Alors que Sachant que ça demande quand même d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, ça demande des possibilités que tout le monde n'a pas. Ça demande d'avoir un ordinateur, d'avoir Internet, ça demande aussi un certain suivi, parce que par exemple, moi je vois en histoire géo, Chloé en CM1 avait une feuille, elle n'arrivait pas bien à comprendre. Il lui manquait à mon avis des éléments, parce que c'est pas évident pour les professeurs de tout ça. Et j'ai pu l'aider. On a regardé des vidéos sur, là c'était sur les grandes invasions au 5e siècle. Et donc je lui ai expliqué Mais ça, quand on est un parent pédagogue, c'est bien. Mais quand les parents ne sont pas pédagogues, alors c'est pas mal de leur part. On peut pas être tout le monde être pédagogue. Et c'est dans ce cas-là que le groupe qu'on a créé intervient. Donc ce groupe, il est réservé uniquement aux personnes qui habitent à Saint-Étienne. Oui, on fait ça sur Saint-Étienne. Ouais, bon, on mettra le lien de toute manière dans la vidéo sur Facebook Live. Sachez que vous pouvez également, si vous souhaitez réagissez depuis la page Facebook droitcitoyen.info. Vous pouvez venir écouter sur votre application radio mobile préférée, radio.fr ou Orange Radio, et vous recherchez Droit Citoyen un seul mot. Nous sommes en direct. Il est 18h39, bientôt 18h40, et nous sommes aujourd'hui le mardi 28 avril, et nous réagissons depuis Saint-Étienne avec l'équipe du média local Saint-É debout. Alors, une partie. Vous êtes combien dans votre équipe? Parce qu'il y a, je suis. Petit pas. On est une dizaine à écrire des articles. Ouais. Une dizaine. Et après, on a énormément de gens qui nous aident et des relais dans les quartiers qu'on salue d'ailleurs. Voilà. Et donc votre média, il existe depuis 2 ans, il faut le préciser. Oui, ça fait 2 ans qu'on a fondé Saint-É debout. Parce qu'il manquait vraiment de l'information au niveau local, quoi, quelque chose de précis. Alors on ne déroge pas, on parle vraiment de Saint-É à chaque fois, Saint-É, mais ça ne nous empêche pas de parler de tout en fait. Emploi. Il y a une chose qui est importante pour nous. Je complète ce que dit Philippe, c'est que ce média, il appartient aux gens. C'est-à-dire que c'est pas l'information. Alors justement, pourquoi vous avez eu envie de créer ce média traditionnel qui est donné, mais c'est que les gens, je dirais que le boulanger, par exemple, s'il a envie de dire quelque chose, il nous appelle et puis il dit quelque chose. Les gilets jaunes n'avaient au début n'avaient que peu de moyens de s'exprimer. Quand
quand les journalistes parlaient d'eux, c'était principalement à cause des violences, et ils ne parlaient que des violences au départ, des violences des gilets jaunes et pas de celles de la police. Ça a changé après, il y en avait tellement. Mais nous, on est arrivé avec Synthé Debout en disant bon bah voilà, on donne la parole aux gilets jaunes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Eh ben, dites-le quoi. Donc c'est un peu comme droit citoyen, c'est redonner la parole aux citoyens. Voilà. Voilà. C'est comme droit Tout à citoyen, fait. sauf que nous, on Voilà. est appliqué à Saint-Étienne précisément, et ça nous permet, tu vois, d'être très exhaustif dans nos contenus, parce que quand on traite un sujet, on va le traiter à fond, parce que justement, on a beaucoup restreint l'angle, hein, tu vois. Donc on va être très très précis, quoi. Et est-ce que vous avez... Alors, La différence aussi, c'est que c'est Fabrice, il est au un téléphone, média en fait, il écrit. nous entend pas quand on parle. La différence aussi, c'est que c'est un média écrit. C'est pas une radio. Oui, mais c'est déjà beaucoup déjà de faire de l'écrit, hein. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire, mais on parlait de la différence, et on parlait de ce qui se ressemblait et ce qui était différent. Sur le principe, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, c'est le même que droit citoyen. Sur le concept, en fait, droit citoyen est une radio, alors que Synthé Debout est un média écrit. Alors justement, vous avez de la possibilité d'avoir une visibilité au niveau local, de savoir ce qui se passe, de pouvoir rebondir et réagir, et notamment depuis le Covid-19, vous avez pu voir justement un changement du comportement des gens. Vous allez également quand même un peu sur le terrain voir ce qui se passe. Il y a aussi un autre média que peut-être on aura l'honneur un jour d'avoir en direct qui s'appelle Le Gueuloir, qui fait pas mal de choses aussi, qui c'est très sympathique. Voilà. Et depuis le Covid-19, vous avez vu justement qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient bien, mais qui étaient pas bien. Et notamment au niveau local, au niveau des entreprises, il y a des choses pour lesquelles vous avez relevé des choses que vous pensez vraiment pas bien, vous en avez fait des articles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, Philippe. on peut. Depuis la fin mars, on a relevé beaucoup de pression de certaines entreprises sur les salariés, et aussi des entreprises qui semblaient de saisir la crise de manière opportuniste. On a fait 4-5 articles là-dessus. Il y en a un le 27 mars qui parle de l'entreprise Codev, qui avait mis un lien à l'époque, bien sûr qu'il l'a supprimé ce lien depuis, pour vendre des masques. Donc déjà à l'époque, tu vois, 27 mars, 60 € les 4. Donc on a trouvé que c'était un peu abusif comme tarif, que c'était un peu profiter de la crise. Et on 60 € les 4 masques. 4 masques, 60 €, on trouvait que c'était un peu abusif. Ce ne sont pas des masques, de FFP2, ce sont des masques classiques. Voilà. Donc je trouvais que c'était un peu abusif. Et ça fait 15 € le masque. Ouais. En enquêtant, on s'est rendu compte que la PDG de cette entreprise, Irène Breuil, était aussi la présidente de la CCI de Saint-Étienne. Alors on trouvait que vraiment, c'était vraiment montrer l'exemple. Ah oui, mais on va pas lui reprocher de faire du commerce, Philippe. Elle fait du commerce. La Chambre du commerce et de l'industrie. Ouais. Voilà, donc elle est présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie de Saint-Étienne, et elle vend des masques par lot de 4 à 60 €, soit 15 € le masque. Elle vendait au 27 mars, parce que imagine qu'elle a vite arrêté vu le scandale qu'on a fait là-dessus. Donc voilà, maintenant ça ne se passe plus comme ça. Donc là, la preuve que les médias locaux, les médias tels que le vôtre ont une certaine quand même portance sur des sujets qui peuvent être sensibles. Oui, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que comme on est local, on arrive à faire des choses précises comme ça, et on a une certaine influence. On n'est pas dilué, tu vois, dans l'ensemble, quoi. On agit sur des choses précises. Là-dessus, oui, ça a été supprimé tout de suite. Ça, c'était une première entreprise. Voilà, donc voilà, bon, on va pas se faire des amis là, toi non plus, hein. Oh, moi, je cherche pas à me faire des amis. Après, c'est pas une question de juger, mais 15 € le max, ça fait cher. Elle les aurait vendus 5 € le max, peut-être que là, ça aurait pu être admissible et acceptable. Mais après, il y a beaucoup de gens qui sont contre des prix quand même assez importants de ces marques. Alors même s'ils sont faits de façon artisanale,
il Non, y a mais des faut gens. arrêter, enfin, faut pas Oui. profiter de la crise pour, Voilà, pour, c'est ça. pour C'est faire de qu'il faut. l'argent. Voilà. Donc, Et un peu, et je pense qu'il faut le faire aussi avec empathie. On est dans une crise sanitaire qui demande beaucoup de recul quand on voit certaines choses, et nous, on prend du recul par rapport à ça. Et forcément, quand on sait que les familles sont fragilisées financièrement, qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage partiel et qui sont privés d'emploi, 60 euros les 4 masques, ça fait cher. Et notamment les masques qui vont être vendus dans les bureaux de tabac à 5 euros pièce, c'est quand même relativement cher, alors que pour moi, l'État bien sûr, voilà, devrait c'est prendre en bien charge le coût de ces masques. c'est comme quand on voit que dans les supermarchés, les prix ont terriblement augmenté. Je veux dire, il y en a qui profitent de cette crise et c'est scandaleux. Oui, mais quoi. ça, il faut pas hésiter de le dénoncer au niveau local. Il faut vraiment que les gens fassent remonter les informations avec forcément avec des éléments à l'appui, des photos. Mais moi, ce que j'invite beaucoup, parce que nous aussi on reçoit des messages, c'est aller voir les directeurs de ces hypermarchés, de ces magasins, posez-leur leurs questions. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation du prix? Le gros problème de de ces augmentations de prix, et je l'ai étudié avec Maxence TV, un programme, donc c'est une coopérative de citoyens qui simplement, je m'intéressais, donc pendant une semaine, j'ai étudié tous les aspects de l'agriculture, notamment l'agriculture intensive, puisque dans les supermarchés, c'est ce qu'on vend. Alors, vous allez me dire, on vend du bio, mais c'est du bio commercial, c'est du bio capitaliste, c'est du capitalisme vert. Il faut savoir que pourquoi ils augmentent leur prix, c'est parce que déjà, dans cette mondialisation, c'est qu'il y a la Russie est en pénurie de blé. Il faut avoir peur demain, dans le déconfinement, ils sont en pénurie de blé. Et beaucoup de notre alimentation est à base de blé dans l'agriculture intensive. C'est pour ça que il y a énormément une augmentation d'ailleurs de consommation de la part des habitants de la Loire et de Saint-Étienne vers des agriculteurs locaux. D'ailleurs, moi, j'ai participé dernièrement à un drive fermier dans l'écoquartier des Joyaux, qui est pas loin de chez moi, aux Crêtes de Roc, puisque on voit que les prix augmentent. Et par rapport aussi aux masques, Philippe a annoncé, Monsieur Philippe, Premier ministre, a annoncé que pour les personnes les plus précaires, les masques seront distribués par les CCAS et les associations. Lesquelles, on ne sait pas, d'associations. Quand ces masques vont arriver, il faudrait peut-être que Monsieur Perdriau puisse nous dire quand il va recevoir ces masques, puisque c'est lui qui décide au niveau local, au niveau de Saint-Étienne. Et alors que le Premier ministre s'appuie sur les maires et les préfets pour les déconfinements et pour les différentes mesures qui vont être établies, surtout dans les transports en commun, il sera obligé d'avoir des masques. Donc voilà pourquoi cette raison-là, donc les masques, cette question autour du prix des masques, on attend des résultats, on attend des résultats. Oui, parce qu'il faut rappeler que apparemment les masques vont être obligatoires dans l'espace public, dans les transports en commun, pour les écoles, bien entendu. L'espace public, ça ne sera pas obligatoire pour l'instant, puisque ce gouvernement et nos autorités locales se contredisent. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est bleu. On est dans le flou total, en espérant que notre gouvernement, et je n'y crois pas vraiment beaucoup, prennent des décisions, alors pas eux, mais les autorités locales, en espérant que M. Perdriau ait la clairvoyance et arrête d'aller sur BFM TV, parce que ce n'est pas ça qui apporte des réponses aux citoyens stéphanois, mais bien de s'entretenir avec la population. Ouais, mais on peut pas lui reprocher d'être intervenu sur BFM pour faire justement. Il a quand même apporté certaines réponses par rapport aux inquiétudes des parents. Il a fait également un sondage pour avoir justement une meilleure visibilité de l'action municipale, à savoir si oui ou non on doit réouvrir les écoles. Je vais te donner un exemple. Moi, le maire de ma ville, de ma ville d'avant, de Gemont, n'intervient pas sur BFM TV, fait des vidéos sur Facebook, des lives, et il y a plus de 7000 vues. Il n'y a pas besoin de BFM TV. Pour moi, il n'y a pas besoin de BFM TV. Déjà, je regarde pas BFM TV, je suis allergique. Donc, si je regarde pas BFM, j'ai pas l'information. Donc, clairement, je préférais qu'il fasse des lives sur Facebook que aller sur BFM TV. Il en fait quelques-uns. On n'aura pas de masques de manière suffisante à Saint-Étienne, en tout cas. Déjà, si on en distribue un par personne, c'est vrai que si on doit le porter un certain temps, le réutiliser, parce qu'il y a des masques
qui sont réutilisables et lavables. Donc forcément, un par personne, on va pas aller loin. Ça va pas aller loin. Vauquier avait promis aussi d'en acheter, mais ils seront pas arrivés le 11 mai. Ça a été confirmé aujourd'hui. Alors, pour préciser, Laurent Wauquiez, qui est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc lui, il s'est engagé pour sa région, pour mettre à disposition des masques. Le problème, il s'est engagé, mais le problème, c'est que les masques sont pas arrivés. Ils viennent de Chine. Alors aussi, il y a une chose pour répondre à Loïc. C'est vrai que Monsieur Pedrio profite de passer sur toutes les chaînes télé, pas que sur BFM d'ailleurs. Oui, mais le président Macron aussi profite du Covid-19 pour passer en direct et avoir 35 millions d'auditeurs. Je termine. Vas-y. C'est parce que il a plusieurs casquettes et entre autres, il est vice-président des Républicains. Donc ça lui donne le droit en fait d'être interviewé par des chaînes nationales et voilà. Alors le maire de Saint-Étienne, Monsieur Perdriau, lui, il a mis à disposition des masques justement pour les soignants, pour les médecins, les blouses blanches, les pharmaciens, les soignants, les assistants médicaux et autres. Un truc que le maire de Saint-Étienne a quand même bien fait, donc bon, déjà mettre à disposition des masques aux soignants, mais aussi ce qu'on peut saluer aussi, on ne peut pas lui reprocher tous les torts non plus du monde, c'est aussi, ça existait déjà un petit peu, puisque de la ferme au quartier, c'est la plateforme des producteurs locaux. C'est aussi une bonne initiative qu'il a fait, même si ça existait déjà. C'est une bonne initiative qu'il a fait aussi. Je ne mets pas tous les torts du monde. Alors justement, les marchés ont été fermés. Loïc, est-ce que tu t'es rendu au circuit court grâce au site qui a été mis en place par la ville de Saint-Étienne? Pas du tout, parce que moi je suis déjà adhérent de la ferme au quartier, qui est une association soutenue par la ville, par Saint-Étienne Métropole dernièrement aussi. Mais à ce qui paraît, les soutiens ont été retirés. Alors ça, c'est une adhérente qui me l'a dit de la ferme au quartier. J'ai pas la source sûre, mais à ce qui paraît, ils se sont un peu désengagés. Bon, c'est un peu dommage si c'est le cas, mais en tous les cas, ça m'a aidé aussi. Cette plateforme m'a aidé aussi, mais j'ai pas attendu cette plateforme pour y aller, quoi. Il y a déjà des outils qui existent déjà, et on n'a pas mis non plus aussi en route les accorderies, l'accorderie de Saint-Étienne, qui aussi fait passer pas mal d'infos, fait aussi pas mal d'offres de. Très bon article de Michel Perrache. Voilà. Très bon article de Michel Perrache sur l'accorderie. Excusez-moi, mais vas-y Philippe. Oui, Philippe. Oui, vous n'avez pas du tout terminé sur le point, sur les entreprises là. Oui, justement, on allait dans le bon sens. Après, si vous avez des choses à rajouter sur des entreprises, je voulais tout de suite répondre à Loïc puisqu'il vient d'en parler. Je suis entièrement d'accord avec lui. D'ailleurs, je l'ai souligné moi sur ma page Facebook que Monsieur Perdrio fait aussi ou son équipe en tout cas, lui se met beaucoup en avant, mais c'est disons lui qui donne quand même le cap. Fait un certain nombre de choses bien et moi je pense qu'il a plutôt bien géré cette crise sur Saint-Étienne. Maintenant, on a vu beaucoup avec Philippe pendant 2 ans qu'il y avait quand même une grande différence entre la publicité ou la propagande qui se faisait et puis la réalité du terrain. Nous, on l'a vu avec les aides-soignants, par exemple. Et puis, c'est vrai que, par exemple, moi, un truc qui m'a choqué, je l'ai dit, c'est que dans un article de Saint-Debout, c'est que faut pas oublier que M. Perdrio était pour la suppression d'un certain nombre de milliers de fonctionnaires du service public, en soutenant par exemple. Non mais Fabrice, là tu dis des milliers quand même. Oui, parce qu'il parlait de le maire, la position nationale. Oui, il a soutenu Fillon qui voulait supprimer 500 000 fonctionnaires. Il a soutenu l'actuel. Oui, mais là c'est pas le sujet là. On parle du bienfait du. Et en fait, non, mais c'est par rapport à ce qu'a dit Loïc.
C'est-à-dire que montrer la différence qu'il y a entre la communication de la mairie et ce qui se vit sur le terrain. Parce que, pour en revenir à une chose, par exemple, très locale, les aides-soignants n'ont pas du tout été aidés. Ça, on l'a vécu de près avec Philippe, mais aussi avec Malik, avec Boubou, avec Hakim, qui est justement Non, mais des il faut préciser qui ils sont, en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder, qui vont nous écouter, qui nous écoutent. des aides-soignants qui travaillent dans les EHPAD. Et qui participent au collectif Les Pommes du CEPOM. Donc, c'est des EHPAD publics, Voilà, c'est pas des EHPAD privés. C'est des EHPAD Ouais, municipaux. c'est des EHPAD qui dépendent de la municipalité, oui. Donc, ils ont connu des réductions d'effectifs, notamment, et des réductions de matériel, je suppose. Donc, grosso modo, leur patron, c'était Père Driot. Hein. Quand certains d'entre eux ont dénoncé les conditions dans lesquelles ils vivaient, donc il y a 1 an et demi, Monsieur Père Driot les a mis à pied pendant une journée, pendant plusieurs jours pour certains. Voilà. Et donc après, quand on voit la communication de la mairie, où on a l'impression que le maire est très à l'écoute des aides-soignants, des infirmières, on a rencontré aussi pas mal d'infirmières, où c'était le même cas en fait. Donc qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai dans toute cette communication? C'est très délicat, très difficile. Non, mais c'est à comme la savoir si communication on est pas, du président Macron, c'est exactement la même chose. On met toujours en doute justement la valeur des mots et des discours de nos dirigeants. Après, il faut voir avec le temps si les choses ont été mises en place. Mais pour l'instant, en tout cas, la mairie de Saint-Étienne, elle a mis en place une distribution pour les soignants. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a. Il faut toujours voir. Loïc, il voulait réagir, Loïc. Pour les soignants, Vas-y, oui. Oui. Les soignants, c'est la priorité. C'est eux qui sont en première ligne pour soigner les malades. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais demain, suite aux annonces d'Édouard Philippe aujourd'hui, c'est demain les masques grand public obligatoires pour les transports en commun. Alors oui, mais vous, comme vous côtoyez justement des gens qui sont quand même dans un milieu précaire, financièrement précaire, est-ce que ces familles vont pouvoir s'acheter ces masques? Est-ce que eux, ils vont avoir des aides financières pour avoir ces masques? Monsieur Philippe a annoncé que, et là c'est parfois que je mesure aussi les propos du gouvernement, puisque on ne sait pas, depuis cette crise, un coup on va à droite, un coup on va à gauche, un coup on va au centre. On ne sait pas, aujourd'hui on ne sait pas. Philippe nous annonce que pour les personnes les plus précaires, il y aura des masques fournis par les CCAS et par les associations. Moi j'ai une question, et c'est une question logique comme tout citoyen se pose, c'est où, quand, comment, voilà. Ouais, sachant que le déconfinement qui est prévu pour le 11 mai, pour l'instant, il est plus au conditionnel, puisque c'est à partir du 7 mai qu'ils vont prendre la décision si oui ou non il y aura un déconfinement le 11. Mais tout va encore se passer dans la panique, tout va encore se passer rapidement. Les gens qui n'ont pas Internet, on parlait de fracture numérique tout à l'heure avec les enfants et l'école, avec ATT Carmonde et les associations et les syndicats d'enseignants, on a été saisir le Premier ministre, on a été saisir les grands patrons des télécoms pour lutter contre la fracture du numérique, pour qu'ils suivent leurs cours, pour que les enfants suivent leur école. Et là, mais ça va la fracture numérique va forcément faciliter un décrochage scolaire parmi ces jeunes-là. Alors, décrochage scolaire, mais aussi décrochage sur l'information. Aujourd'hui, très peu de gens sont informés. Moi, tout à l'heure, dans le tramway, il y a une dame, vous avez eu où votre masque? Ben, je l'ai eu dans une pharmacie Place du Peuple. C'était les tissus de Charlieu. Alors, ça remonte à des semaines, hein, mais c'était une personne qui vivait dans la précarité parce que j'ai discuté avec elle, on a discuté longuement, et puis parce qu'elle me reconnaît. Moi, je suis quand même médiateur social, c'est quand même mon métier, et on lutte contre la fracture numérique. On fait de l'accompagnement au public les plus précaires. Je travaille en ce moment à temps partiel. Et donc, par téléphone, j'entends les inquiétudes des gens. Où on a des masques, ou comment ça se fait, pourquoi la ville de Saint-Étienne, on en a. Alors, il y a une dame, elle m'a dit, ah ouais, j'ai eu un masque de la part de la ville de Saint-Étienne, mais il est petit, il est trop petit. Elle m'a dit, je peux le faire une lavette pour la vaisselle. Je peux le transformer en lavette pour faire la vaisselle. Alors, Philippe, il voulait réagir
Oui, Non, il y a beaucoup de déconvenus par rapport aux masques qui ont été remis par certaines communes. C'est parce que c'est parce qu'on n'a pas terminé du tout sur les entreprises, parce que à mon avis c'est très lié. Voilà. Si il n'y a pas de masque à un moment donné, si on fait rentrer les élèves à un moment donné, etc. Tout ça c'est sous pression du monde économique. C'est le MEDEF le MEDEF a décidé que devait y avoir déconfinement à partir du 11 mai. On va déconfiner à partir du 11 mai. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas du tout des critères scolaires ou des critères de santé qui ont. Et alors, si tu veux, à Saint-Étienne, pour donner des exemples précis de ce qui se passe, par exemple, t'avais le 30 mars, on a fait un article sur l'entreprise Elior. Elior, c'est connu, hein. Tu connais ça, c'est une entreprise de propreté qui a un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros. D'accord, c'est pas un petit, hein. Eh bien, Elior, les salariés d'Elior, donc qui font le ménage, hein, qui font de la propreté. Voilà. Ces gens qui font ces agents de propreté travaillent aussi dans les hôpitaux. Eh bien, je peux te dire que le 30 mars, ils n'étaient pas équipés du tout pour être protégés eux-mêmes alors qu'ils travaillent en hôpital, tu vois. Même, donc, dans les hôpitaux, ils n'étaient pas équipés de masques. Non, ils n'étaient pas équipés de masques le 30 mars. Il a fallu des protestations et des articles, etc., pour qu'Elior, 4,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, équipe correctement ses salariés. Pourtant, dans les milieux hospitaliers, ils sont forcément équipés. Oui, mais tout milieu hospitalier, ils équipent d'abord les gens qui sont en contact, infirmières, et encore quand c'est fait. Non, mais peut-être qu'ils tombaient justement, ils comptaient sur les stocks de l'hôpital public alors. C'est l'agent de propreté. Ouais. Alors bien souvent, justement, non, c'est pas grave. En fait, il y a beaucoup de sociétés privées qui bossent pour le public et qui essayent de gratter justement un peu de moyens du public pour éviter de dépenser de l'argent. Ça c'est déjà vu, ouais. Ça, c'est vrai. Pour Elior, par exemple, ce sont parfois des soignants qui donnaient du matériel aux agents de propreté. Ouais, on a vu des images circuler par rapport à ça, ouais. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple, tu vois. Donc là, il faut bien comprendre dans quel contexte on est. Et là, récemment, il y a un conflit. On a fait un article le 23 avril sur Mécacentre. Mécacentre, c'est une grosse boîte aussi, hein, mais là, de l'industrie. Ça fait partie de l'IUMM, tu sais, la métallurgie, là, tout ça. Eh bien, cette entreprise voulait absolument reprendre son activité au mois d'avril, alors qu'il n'y a aucune condition de sécurité sont respectées de distance entre les gens, etc., de sécurité. Il faut à chaque fois que les salariés se battent, et le problème, c'est que les salariés, ils sont pas en contact à l'heure actuelle, ils sont isolés, tout le monde est isolé, tu vois. Alors moi, j'encourage vraiment les gens à contacter les syndicats en ce moment. Voilà, donc il faut bien insister. Ouais. Et pas que, parce qu'il y a également les salariés qu'il faut. Vas-y, attends, juste Philippe, non, Fabrice, juste rajouter qu'il faut pas hésiter de consulter les syndicats pour les salariés qui rencontrent des problèmes liés justement au droit de retrait, parce que bien souvent les salariés sont très mal informés. Il y a des entreprises. Alors il y a celle justement, c'est la SNEF qui a créé pas mal de polémiques. Il y a des entreprises qui ont fait signer des décharges auprès de leurs salariés pour leur dire que grosso modo, s'ils attrapent quelque chose, tant pis pour eux, mais en tout cas, et qu'ils prennent conscience qu'ils viennent travailler à leur risque et péril. Ça n'existe pas en droit français. Tous les salariés sont protégés, et notamment avec la crise sanitaire. S'ils estiment que les conditions de travail ne leur assurent pas une certaine sécurité, ils peuvent se mettre en droit de retrait, mais ils vont pas le faire comme ça en restant à la maison. Il faut qu'ils saisissent le délégué du personnel s'ils en ont un. Il faut qu'ils saisissent l'inspection du travail obligatoirement par mail, par courrier, même par fax, pas lettre recommandée, et également son employeur. On fait pas un droit de retrait comme ça, on va rester à la maison, on appelle un coup de fil. Il faut toujours qu'il y ait des traces écrites, et ça c'est très important. Voilà. Fabrice. Ouais. Tout à fait. Et en cas de doute, contacter un syndicat. Voilà, tout à fait. En cas de doute, contacter un syndicat. Il y a même un numéro d'urgence pour la CGT, par exemple. Alors, Fabrice, tu voulais intervenir? Oui, je voulais compléter en fait ce que disait Philippe, c'est-à-dire que on est effectivement dans une logique encore d'économie libérale, et que si les enfants retournent dans les crèches ou à l'école maternelle,
c'est en fait ils ont mis ça en place, c'est pas du tout pour les enfants, c'est pour que les parents puissent travailler. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que même là, à mon avis, ils se foutent le doigt dans l'œil, parce que quand on a un enfant, quand on a plusieurs enfants, et que on a des enfants qui vont y aller le matin, d'autres qui vont y aller l'après-midi, d'autres qui vont y aller le lundi, d'autres qui vont y aller le mardi, que voilà. Bon, les gens seront coincés de la même manière. Soit ils devront garder leurs enfants, soit ils devront les faire garder. Mais ça, c'est problématique alors, pour rebondir justement sur ces fameuses classes de 15 élèves, pour les personnes qui sont déjà dans la précarité, pour les personnes qui travaillent, dont les deux travaillent, ça va être hyper compliqué. Comment ils vont faire? Parce que tout à l'heure, on va dire, oui, l'école, ça va servir de garderie, mais tout le monde ne va pas pouvoir être logé à la même enseigne, en fait. Ah bah oui, moi je comprends. Il y a des choses qui m'échappent un peu. Ouais, Philippe. Comment on va sélectionner? Imaginons puisque ça va être volontaire, du volontariat. Imaginons qu'il y ait plus de 15 élèves qui sont volontaires. Comment on fait? On sélectionne qui est prioritaire? Qui peut mettre son enfant? Qui ne peut pas le mettre? Tout ça, c'est pas clair. Ah bah, oui, puisqu'ils doivent mettre en place justement de se décider. Donc, je suppose que ça va être les directeurs des écoles qui vont prendre des décisions, mais avec l'équipe municipale en charge de l'éducation, avec les maires. Donc, ça va être très compliqué. En fait, ils délèguent à différents interlocuteurs, intermédiaires, la décision de choisir qui va à l'école et qui ne va pas aller à l'école. Les décisions. Ah mais c'est complètement fou. C'est complètement fou parce que en fait, au sommet de l'État, ils décident en fonction d'intérêts économiques certaines choses, et après, et même pour les maires, ça doit être très difficile pour les maires, les directeurs d'école, pour plein de gens, parce qu'après, une fois qu'ils ont décidé telle ou telle chose, ils disent au maire ou au directeur d'école, débrouillez-vous. Voilà, on s'en lave les mains, c'est vous qui gérez le truc. Alors d'un côté, on comprend bien qu'ils peuvent pas tout gérer et qu'ils savent pas forcément ce qui se passe, par exemple sur Saint-Étienne, sur Villefranche, au fin fond du Cantal et tout ça. Donc on comprend bien que c'est au maire et aux instituteurs, aux directeurs de s'occuper de ça. Mais en même temps, les maires, les directeurs jusqu'à présent n'ont pas été tellement consultés, quoi, dans les prises de décision de l'État. Et puis dans ces maires, Loïc, dans ces maires et ces directeurs d'école, il y aura quand même aussi l'académie qui donnera sa décision, et les préfets. Alors, en sachant que souvent, c'est les décisions qui prédominent parfois sur le maire, et les maires sont obligés de monter au créneau pour dire face au préfet, je ne suis pas content de votre décision. Il faut savoir que Philippe, durant son allocution à l'Assemblée nationale aujourd'hui sur le plan de déconfinement, s'appuie énormément sur les préfets, les maires, et en matière d'école, les académies. Moi, je vois bien le jeu joué. Le préfet va dire, bon, le maire, il va faire un point d'alerte en disant, attention, mon école, machin. Le préfet va dire, bon, écoutez. Ouais, c'est du transfert de responsabilité, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est une tactique de gouvernement très fine et très rusée. C'est aussi c'est un peu aussi de la manipulation. Ils voient que ça craint du boudin, que c'est en train de chauffer la marmite, et en train de se dire, attendez. Nous, gouvernement, nous prenons les grandes décisions économiques, suppléées, bien sûr, à l'écoute du MEDEF. Et ensuite, les petites choses, c'est vous les maires qui allez décider. Alors, c'est les maires qui vont décider avec les préfets, les régions, enfin les autorités de transport pour le transport, les écoles, l'académie et le maire et les directeurs d'école, avec les parents d'élèves. Bien sûr, c'est ce qu'il avait précisé. Mais voyons dans les faits comment ça va se passer concrètement. Justement, on va le voir d'ici quelques semaines. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission, la première de la locale de droit citoyen. Il est 19h10, nous sommes en direct sur la web radio. Tu veux dire, Vincent, c'est déjà terminé alors qu'on a à peine... Ah ouais, c'est déjà terminé, 1 heure en tout cas, mais on va se redonner rendez-vous très vite pour une seconde émission. Ça, vous le savez, en général, quand je tiens mes promesses, il n'y a pas de problème. Mais je voulais qu'on se quitte en musique, justement. Je voulais qu'on se quitte. Avec plaisir, parce que forcément, c'est l'âme de Saint-Étienne quand même, cette chanson, donc ce serait un peu dommage. En tout cas, merci à vous tous, à vous trois, de nous avoir donné un peu de son temps. On va redonner, bien entendu, la parole très prochainement avec les nouvelles
émission à la locale avec les acteurs de Synthé Debout. Donc il y avait Philippe Bariol, le pas directeur de la publication. Il y avait Fabrice de Vessa qui était rédacteur pas chef. Alors Loïc, lui, il a quoi comme comme poste à Synthé Debout? Il est vraiment référent Loïc est vraiment référent du quartier Château-Creux Crête de Roc. D'accord. Citoyen engagé. Citoyen engagé. Sur Château-Creux Crête de Roc, voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct sur la web radio, mais également sur le Facebook Live pour cette première émission. Rendez-vous très prochainement avec la prochaine émission. Donc, ce sera demain avec Gilles Charles. Rendez-vous avec pour sa première. Et puis jeudi pour la seconde émission Parole de Gilets jaunes. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Très bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Synthé Debout. On mettra les liens. Très bonne soirée à vous tous. Ouais, allez sur le site. Il y a plein d'autres choses. On n'a pas eu le temps de le dire là. Mais on va tout Ouais, mettre. voilà. Très bonne soirée en tout cas. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a bon public et les meilleurs supporters. Ouais. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Nous on joue. Droit citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr. Je m'appelle Christelle, j'ai 53 ans et